Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Les risques d'inondation sont permanents au Bénin pendant les saisons pluvieuses. Les précipitations et les dernières saisons de pluie dans le nord ont provoqué le débordement des eaux. Mais face à ces risques et catastrophes, quelle est la politique mise en œuvre? Vous suivrez dans cette édition les explications du docteur Séverin Ouidanou, géographe spécialiste de prévention des risques et gestion des catastrophes. En France, les Gilets jaunes fêtent aujourd'hui leur deuxième bougie. 280 000 manifestants étaient dans les rues et ronds-points de France pour dire non à la taxe sur les prix du carburant. Et puis la signature d'un accord de défense historique entre Tokyo et Canberra, un rapprochement au cœur de la mise en place d'une stratégie plus globale pour contrer la Chine. Bienvenue à toutes et à tous. Tournée d'échange avec les populations. Le président Talon était ce dimanche à Kéru, Kouandé et Natitengu. On fait le point de sa rencontre avec les populations de Kéru. Le chef de l'État, Patrice Talon, dans la commune de Kéru. Ici, comme dans les autres communes de l'Atakora, Patrice Talon a été accueilli dans une liesse des grands jours. Dans son discours face aux forces vives de Kéru, le chef de l'État a reconnu que les fruits ont commencé à tenir la promesse des fleurs. Il annonce de grands projets pour le développement de Kéru. Les producteurs attendent le désenclavement de leur localité. Je crois qu'il faut considérer que globalement, Kéru est déjà désenclavé. Ce dossier qui est un grand dossier, très technique, a mis du temps pour être bouclé. Si vous avez suivi les médias, les financements sont signés, acquis complètement par la BAD, nos partenaires techniques qui nous financent ce projet. Les appels d'offres ont été lancés au plan international. Les entreprises ont été adjugées. Il ne reste maintenant que leur déploiement. Et s'il n'y avait pas eu Covid, toutes les formalités nécessaires auraient été effectuées parce que vous savez, c'est un programme qui est financé par nos partenaires internationaux sur la base de la confiance. Et vous avez vu que Covid a paralysé pratiquement le monde entier. Mais, à nouveau, le monde entier vit malgré Covid. Vous allez constater de vos yeux que la route cotonnière est désormais une réalité au Bénin. Faire des digues et les retenues là où il faut pour utiliser l'eau au moment opportun pour développer des terres agricoles, pour développer des terres sur lesquelles les gens vont s'installer durablement pour produire au lieu d'être victimes de manière cyclique des dégâts d'une eau qui dévale. C'est une préoccupation qui désormais fait partie des actions que le gouvernement a engagées du nord au sud, de l'est à l'ouest pour aménager ces espaces de richesse et les transformer définitivement de sorte que l'eau ne soit plus un danger pour nous au lieu d'être exclusivement une richesse. Un discours accepté et apprécié par les populations de Kéru. Le sentiment de joie parce que l'arrivée du chef d'État est annoncée pour 10 heures, c'est-à-dire un point très fort. Et en dehors de ça, il n'est pas venu parler de campagne politique, mais il est venu faire le bilan de ses actions. Et il est allé à l'essentiel. Il a dit ce qu'il peut faire, il a dit ce qu'il ne peut pas faire. Il a été très ponctuel, il a été sincère avec le peuple. La communication a été directe. Moi, je crois que c'est une force. Ce qui a retenu mon attention, c'est qu'il a dit qu'il ne fait pas de promesses quand il n'est pas capable de faire quelque chose. Il dit qu'il préfère qu'on constate au lieu de venir faire des promesses inutiles. Il y a des choses qu'il faisait que je ne comprenais pas. Maintenant, il est venu, il a tout expliqué. On sent que maintenant, ça marche. Et ça, vraiment, est une avancée. Parce qu'il y a des choses qu'il a promis qui est en train d'être fait. Et que même s'ils ne sont pas arrivés à Kéru, que ça va venir. Donc je sens que le Bénin avance. Ceux qui pensaient qu'il a oublié Kéru,
ils vont comprendre aujourd'hui qu'il n'a pas oublié Kérou. Et que Kérou est dans le programme. Il y a certaines choses dont il ne connaît pas la date où ça va démarrer, mais ça vient quand même à Kérou, on a de l'espoir. Ce n'est pas une surprise pour moi, parce que je savais ce qui se passait depuis. Je suivais tout à la télé et je vois les réalisations qui se faisaient, parce que je me déplace aussi. Donc ça ne m'a pas été une surprise. Donc vraiment, je suis très contente qu'il ait dévoilé ça devant tous ceux qui ne savaient pas ce qui se passait. Ils ont entendu et ils vont croire à nous qui en parlions avant. Ceux qui sont un peu conscients, ils savent qu'il y a changement. Par exemple, du côté de la sécurité, franchement, il y a changement. Et aussi, il y a le pavé qui est en train d'être fait partout. Ce que je voudrais dire à mes soeurs de Kérou, de croire en notre président, de croire en ce qu'il a dit. Après Kérou, le président de la République était avec les populations de Kouandé et Nati Tengou pour l'exercice de reddition de compte de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Ayat Foué pour le compte rendu. Après la visite des villes des départements du Borgou et de l'Alibouri, le chef de l'État, Patrice Talon, a foulé le sol du département de l'Atakora. L'escale de Kouandé a permis à la délégation de rencontrer les élus locaux, les têtes couronnées, les cadres, ainsi que les représentants des jeunes et des femmes. À cette étape de la tournée, les échanges ont essentiellement tourné autour de la question de la réalisation de la voie bitumée destinée à sortir Kouandé de son enclavement, mais également des différentes réalisations qui y ont été faites. La construction du stade de type moderne, dont les travaux sont actuellement à 63,23%. L'électrification de plusieurs localités à travers la Berme. L'équipement en cours de la mini-réserie de Kouandé, l'acquisition à prix promotionnel de 18 tracteurs au profit de nos producteurs, l'aménagement des périmètres hydro-agricoles, la mise en place des semences, maïs, riz, etc., l'appui à l'équipement des centres de transformation de noix de cajou de Karité, la construction très prochainement de l'arène culturelle de Kouandé. Dans le secteur des infrastructures, la commune est difficile d'accès, alors qu'un adage populaire dit que la route du développement passe par le développement de la route. À ce titre, il est important de vous dire combien le projet de bitumage de la route Kouandé-Kota, Péonko-Fabouré et celle de Birni, Kouandé-Gilmaro-Briamaru tiennent à cœur les populations de Kouandé. Dans la dynamique de faire des redditions de comptes aux populations durant sa tournée, Patrice Talon rassure les fils de Kouandé. La route Kota, Kouandé, Péonko, pour certains, c'est déjà fait, puisque nous avons commis une entreprise qui nous a soumis une offre et à laquelle nous avons placé toute notre confiance. Il est malheureux de constater que l'entreprise est défaillante. Elle n'a pas été capable de remplir les formalités financières et techniques qu'il faut pour démarrer ce chantier. Ce chantier est dans le programme du gouvernement. Et dans les semaines à venir, nous allons devoir attribuer ce chantier à une autre entreprise. Cap est ensuite mis sur la ville de Nati Tengou, où le maire Wende Yamatate a salué le bilan des actions du gouvernement dans la cité de Nanto. Depuis votre accession au pouvoir, vous n'avez cessé de gratifier Nati Tengou d'un certain nombre important de réalisations infrastructurelles. Les populations de Nati Tengou ont compris très tôt qu'elles ne s'étaient pas trompées de choix en mettant massivement votre bulletin dans les urnes au second tour des élections présidentielles de 2016. Elles sont aujourd'hui très fières d'être bénéficiaires du programme d'action du gouvernement et des courageuses réformes engagées grâce auxquelles, par votre leadership éclairé, la société béninoise connaît une transformation progressive de qualité. Les mauvaises pratiques se conjuguent aujourd'hui au passé et la nation est résolument mise au travail. Patrice Talon, en prenant la parole, a félicité la participation de chaque Béninois aux changements qui s'observent actuellement dans le pays. On peut observer que grâce à la synergie qui entre désormais les Béninois et leurs institutions,
et leur gouvernement, ce pays change déjà. Ce pays est déjà un autre pays. On peut en être fier. Certes, les uns et les autres n'ont pas encore les retombées à titre personnel individuel. Mais c'est en construisant le pays que chacun trouvera son compte. J'éprouve souvent une certaine fierté que parfois j'ai du mal à dissimuler quand dans les sommets internationaux, le Bénin est cité en exemple en ce qui concerne nos corridors. Il est souvent demandé aux autres États de s'inspirer de ce que fait le Bénin. Et ça, personne ne peut imaginer. C'est également l'occasion pour le chef de l'État d'exhorter ses hôtes à positivement modifier de comportement, gage d'un lendemain meilleur. Si nous parvenons à modifier le comportement de chacun de nous, nous aurions gagné 50% de ce qui permet le développement. Parce que l'homme est le seul responsable, est la seule compétence nécessaire pour transformer son environnement, pour transformer sa vie, pour obtenir le développement. Patrice Talon, en prenant congé des habitants de Nati Tengou et environ, a fait la promesse d'y revenir très bientôt. Samedi dernier, la délégation présidentielle était à Banikwara. Le chef de l'État a rassuré les représentants de la population que la commune aura ce qui lui est dû pour son rang de premier en matière de production agricole. Samson Oké pour le compte rendu. L'histoire d'amour entre Patrice Talon et la commune de Banikwara a encore de beaux jours devant elle. Au cours de sa tournée nationale, l'étape de Banikwara a connu une mobilisation des grands jours. Selon les propos du maire de cette ville et du porte-parole des associations du développement, le gouvernement de Patrice Talon a fait d'énormes efforts pour sortir leur commune de son ornière. Cependant, beaucoup reste encore à faire. Sincèrement, merci. Merci pour la construction du stade communal omnisport de Banikwara, pour le démarrage effectif du bitumage de la route Banikwara-Kérémou frontière Burkina, pour l'imminence du bitumage de la route cotonnière Banikwara-Djougou, pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans la commune de Banikwara, pour le programme Emploi Jeunes, dont 413 jeunes de Banikwara ont bénéficié. Pour les réformes dans la filière coton, réformes qui se traduisent par la mise en place à temps des semences et des intrants de qualité en quantité suffisante. Le paiement régulier des fonds coton qui permet aux producteurs de planifier avec certitude les différents investissements qu'ils ont prévus. À la fin de la mise en œuvre du PAG, Banikwara rattrapera 30 ans de retard de son développement. Vous avez commencé à essuyer les larmes des braves populations de Banikwara. Vous connaissez bien les difficultés des populations de Banikwara. Permettez-moi néanmoins de rappeler à votre attention quelques-unes qui demeurent encore. Dans le domaine de l'agriculture, Banikwara est la première commune productrice du coton, des vivriers et même du cheptel. Mais toutes nos voies d'accès sont pratiquement désuètes dans le domaine de l'éducation. Au primaire qu'au secondaire, malgré les efforts du gouvernement et de la mairie, plusieurs salles de classe restent toujours sans enseignants. Avant de répondre à leurs préoccupations, le chef de l'État Patrice Talon s'est employé à faire l'état de la nation et évoquer avec eux ce qui reste à faire. J'ai décidé de faire cette tournée, de venir ici à Banikwara pour évoquer avec vous le chemin que nous avons parcouru ensemble depuis 5 ans. Je crois que ça a été dur, certes, mais nous avons opéré des réformes les plus inespérées. Nous avons osé procéder à des changements que nul ne pensait possible au Bénin. Ce n'était pas que la volonté du président de la République ni du gouvernement, c'était des vœux profonds qui existaient en chacun de nous, mais il fallait un déclic. Ce régime n'a été que le détonateur de cette stratégie, cette dynamique de réforme, et je voudrais vous en féliciter, à travers vous, féliciter tous les Béninois. Depuis 5 ans bientôt, tout le pays est en chantier. Il n'y a pas un domaine dans lequel l'État n'investit
Le seul problème, c'est que nous n'avons pas les moyens de tout faire à la fois partout. De sorte que nous tous, à qui tout manque, nous avons l'impression que grand-chose n'est fait. Mais quand on regarde sur le pays globalement, on observe que le Bénin est en train de changer. À la fin de cette visite, l'espoir d'une nouvelle ère pour Banikwara est perceptible chez les uns et les autres. Le chef de l'État était également samedi dans les villes de Malanville et Kandi pour le même exercice. Voici le compte rendu de ces différentes étapes. Malanville, l'une des villes visitées par le président Patrice Talon dans le cadre de sa tournée nationale. Le chef de l'État a été accueilli par la population avec liesse et hospitalité ce 14 novembre 2020. Le maire de la commune, porte-parole des populations, a présenté les différentes actions dont Malanville a bénéficié dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Il a également formulé les doléances de la commune dans plusieurs secteurs. Des attentes qui seront comblées, mais avec les efforts de chaque Béninois, dira le président Patrice Talon. La situation ne s'est pas beaucoup améliorée, mais elle s'est quand même améliorée. Et si tout va bien, d'ici 2 ans, nous aurons réussi ensemble à satisfaire les besoins de plus de 90% de nos concitoyens. Nous produisons sur notre territoire presque 60% de nos besoins d'énergie. Dans un an et demi, le Bénin sera totalement indépendant en ce qui concerne la production d'énergie. Il restera à étendre le réseau de distribution. Ce que vous avez espéré de mon prédécesseur, ce que vous attendrez du prochain et de leur gouvernement, c'est simplement de bien gérer ces ressources qui sont collectées. C'est d'amener chacun à faire correctement son travail. C'est de permettre que l'un ne vole pas l'autre. C'est de permettre que la corruption n'amène pas quelques-uns à prendre ce qui est destiné à tout le monde, ce qu'il faut utiliser pour donner de l'eau, l'électricité, l'école, la santé à tout le monde, de sorte que chacun puisse vivre de ses efforts. Au regard des actions menées et des promesses faites par le chef de l'État lors de cette rencontre, la population de Malanville s'engage à le soutenir. Aujourd'hui, je peux dire, de Cotonou jusqu'à hauteur de Parakou, la route est en chantier. Aujourd'hui, maintenant, c'est déjà livré jusqu'à hauteur de Touy. C'est un grand soulagement pour nous, les transporteurs. C'est vrai que depuis qu'il est monté au pouvoir, on ne l'a pas vu. Et c'est cette soif-là qui a fait que la population est vraiment sortie massivement pour pouvoir l'accueillir. Et nous profitons vraiment pour le remercier pour tout ce qui est déjà fait. Et les promesses qu'il a eu à donner à cette population, nous l'encourageons. Également ce samedi 14 novembre, le président de la République était dans la commune de Kandi. Au chapelet de doléances égrené par le maire Sinatou Saka Oseni Alazi, Patrice Talon répond. Et je veux prier mes frères et sœurs de Kandi de ne pas regarder seulement ce qui est fait aujourd'hui ou hier à Kandi, mais de savoir que les doléances qui ont été énumérées ici, qu'une bonne partie est déjà en cours de réalisation et que c'est la mise en œuvre qui n'est pas encore visible. Que pour une bonne part, les études, les plans d'exécution, les financements sont mobilisés. Je veux parler de l'électricité, de l'eau, pour lesquelles beaucoup de choses sont déjà presque engagées, mais qui mettent un peu de temps à se faire voir parce que ça demande du temps pour que ce soit fait en qualité. Les pays dans lesquels les gens ont le courage, pendant quelques temps, de faire les efforts pour construire la base du développement. Ce sont ces pays-là qui deviennent des pays riches. Et le Bénin, désormais, est sur la voie de devenir un pays riche, un pays développé, parce que nous sommes en train de construire tout doucement ce qui permettra au Bénin de se développer. Cette tournée nationale du président de la République se poursuit dans d'autres villes du septentrion. Autre information dans cette édition, les risques d'inondation sont permanents au Bénin pendant les saisons pluvieuses. Les précipitations de la dernière saison de pluie dans le nord ont provoqué le débordement des eaux ayant causé l'inondation des maisons et champs
avec d'énormes pertes. Mais face à ces risques et catastrophes, quelle est la politique mise en œuvre et est-elle à la hauteur des défis? Les moyens et les stratégies adoptées permettent-ils réellement de réduire les risques? Le docteur Séraphin Ouidanou, géographe, spécialiste de prévention des risques et gestion des catastrophes, répond. L'État a une continuité, a mis en place certaines structures, certaines plateformes pour lutter efficacement contre ce fléau. Par exemple, nous prenons le décret 2011-864 du 30 décembre 2011 portant création, composition, attribution et fonctionnement de la plateforme nationale de réduction du risque de catastrophe et d'adaptation au changement climatique qui a été pris. Il y a le décret 2012-426 du 6 novembre 2012 et portant création, organisation, attribution et fonctionnement de l'Agence nationale de la protection civile et qui a mis cette agence dans son rôle d'exécution. Voilà. Nous avons aussi des outils qui ont été élaborés. Le plan ORSEC, par exemple, qui a été élaboré en 1987, édité en 1989 et actualisé en 2015. Il y a le plan de contingent national aussi qui a été élaboré, qui sont des documents. La plateforme dont j'avais parlé précédemment n'a pas des outils nécessaires, n'a pas les moyens nécessaires pour fonctionner. Il manque de moyens matériels, moyens financiers et moyens en matière de ressources humaines. L'Agence nationale de protection civile qui devait être mise dans son rôle de coordination est mise dans le rôle d'exécution. Ça l'empêche de bien fonctionner. Donc ces structures sont peu fonctionnelles. Il faut nécessairement que l'État prenne une mesure législative qui actualise, corrige cette disposition et qui prenne en compte ce risque dans la gestion de l'espace. Il faut des actions de communication et de renforcement des capacités. Et ces actions qui doivent comporter 3 aspects sectoriels, à savoir le profil des activités et des secteurs prioritaires, les domaines thématiques de renforcement des capacités, les questions spécifiques d'adaptation locale aux risques d'inondation. Et ces actions ciblées, coordonnées, devront essentiellement s'articuler autour de l'information, de la formation et de l'assistance technique. En France, les Gilets jaunes fêtent aujourd'hui leur 2e bougie. 280 000 manifestants étaient dans les rues et ronds-points de France pour dire non à la taxe sur les prix du carburant. 2 ans après, qu'en est-il des revendications? Suivez les explications de nos confrères de France, RT France. Compréhensible, complexe, confuse, voilà comment ont parfois été qualifiées les revendications des Gilets jaunes. Alors, pour apporter plus de clarté et de précision, le vrai débat voit le jour début d'année 2019. Cette plateforme numérique est lancée en réponse au grand débat national réclamé par Emmanuel Macron et qualifié à de nombreuses reprises de farce par de nombreux Gilets jaunes. Alors le vrai débat, c'est déjà une consultation démocratique citoyenne. C'est-à-dire qu'on a demandé, c'était ouvert sur tous les champs possibles de la société, où les gens pouvaient s'exprimer, pouvoir proposer des solutions dans la société, des choses qu'ils voulaient voir venir, et puis surtout argumenter derrière pourquoi ils faisaient ces propositions-là. Donc c'est une consultation, une concertation citoyenne et démocratique, à mon sens, qui n'a jamais eu lieu dans ce pays aujourd'hui, contrairement au grand débat d'Emmanuel Macron, où voilà, les questions étaient ciblées, tout le monde n'était pas invité. Ça a été un grand oratoire pour lui lors de ce débat. Et puis surtout, à la synthèse du vrai débat, du grand débat, on ne l'a jamais eu. Donc contrairement à nous, ce qu'on a proposé pour le vrai débat, on a proposé une synthèse avec des propositions qu'on peut trouver sur levraidébat.fr. Le vrai débat, c'était 3 semaines de discussion, 25 000 propositions déposées et près d'1 million de votes enregistrés. Le résultat, 59 revendications, parmi lesquelles le référendum d'initiative citoyenne, le fameux RIC, le retour de l'impôt sur la fortune, la pénalisation et la lutte contre l'évasion fiscale qui coûte à la France 100 milliards d'euros par an, la fin des rémunérations et privilèges des élus à
après la fin d'un mandat, la prise en compte du vote blanc ou nul en tant que suffrage exprimé et invalidation d'une élection s'il est majoritaire, l'interdiction du LBD 40 et des grenades Glyph-4 pour le maintien de l'ordre ou encore l'interdiction du glyphosate. Ces revendications font l'objet d'une pétition mise en ligne par Priscilla Ludowski. Près d'1 300 000 signatures ont été recueillies. On m'a fait passer pour le Français qui engage la sûreté de l'État, qui veut mettre à bas l'économie de la France. Non, non, non. On est juste là à essayer d'être des porte de voix pour rétablir l'économie de la poche des Français. Quand la poche des Français ira mieux, l'économie française ira beaucoup mieux. Beaucoup de promesses ont été faites de la part de Macron de pouvoir recevoir des gilets jaunes et de pouvoir discuter à chaque fois qu'on envoie la liste des noms. On n'a aucun retour de sa part. On n'a jamais été crédibilisé et surtout on est surtout discriminé politiquement parlant. Aujourd'hui, un gilet jaune n'a pas le droit d'être dans la rue un samedi après-midi, surtout sur Paris. Aujourd'hui, les revendications sont plus que jamais d'actualité pour les Gilets jaunes. Ils appellent à la convergence des luttes et espèrent être ralliés par ceux qui sont frappés de plein fouet par la crise sanitaire, à savoir notamment les restaurateurs, les commerçants, les enseignants ou encore le personnel. Et puis le Premier ministre japonais reçoit son homologue australien. En jeu, la signature d'un accord de défense historique entre Tokyo et Canberra. Un rapprochement au cœur de la mise en place d'une stratégie plus globale pour contrer la Chine. Inde, Japon, Australie, États-Unis, alors que la Chine inquiète, les grandes puissances s'allient pour faire face aux géants asiatiques. À l'origine, une alliance née en 2007 et portant le nom de Quadrilateral Security Dialogue, ou Quad, dont le but est de promouvoir un dialogue stratégique entre ces 4 pays membres. Un partenariat informel qui entend contrer l'expansion chinoise dans la région, car entre ses revendications territoriales en mer de Chine méridionale et le développement des nouvelles routes de la soie, Pékin et ses ambitions incite ces 4 nations à faire bloc. Début octobre, les 4 ministres des Affaires étrangères se sont rencontrés à Tokyo en pleine pandémie, avec un objectif plus ou moins explicite. En tant que partenaire de ce quad, il est plus que jamais essentiel que nous collaborions pour protéger nos peuples et nos partenaires contre l'exploitation, la corruption et la coercition du Parti communiste chinois. Récemment, l'ordre international a été remis en question dans divers domaines et le nouveau coronavirus accentue cette tendance. Nous croyons en une région régie par des règles, non par le pouvoir. Nous croyons à l'importance fondamentale des droits individuels et à une région où les conflits sont résolus conformément au droit international. Le mantra du Quad, élaborer une stratégie pour un Indo-Pacifique libre et ouvert. La région est une zone de transit névralgique pour le commerce mondial, riche en ressources naturelles, où se situent les intérêts de nombreux acteurs internationaux. Washington désire conserver une liberté de navigation absolue dans la zone. Tokyo cherche à s'affirmer comme puissance régionale de référence et appelle à bâtir une Asie élargie avec l'Inde et le Japon pour référents. La Chine, elle, s'impose de plus en plus comme le leader de la zone. Ce dimanche, porté par Pékin, un partenariat économique global incluant 15 pays d'Asie et du Pacifique a été conclu. Si le Japon et l'Australie en font bien partie, les luttes d'influence s'intensifient dans la région et une proximité accrue entre Canberra et Tokyo accentuerait un peu plus cette polarisation à l'œuvre dans le Pacifique. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette session d'information. Merci pour l'attention et à demain.